Super. Bonjour à tous. Toujours très heureux de venir ici en Franche-Comté. Ça a été, je le disais à Denis Valzer hier, ma toute première sortie quand je suis arrivé à la FHF m'avait dit tiens, j'organise le congrès de la Fédération régionale. Viens nous parler. Donc c'est toujours un plaisir de revenir ici. Et puis évidemment, Dole, c'est magnifique. Ce qu'on vous propose dans les premières minutes, c'est effectivement un panorama de ce qui se passe autour de nous. Est-ce que on peut voir des lignes convergentes? Est-ce qu'on peut voir des organisations qui commencent à se ressembler? Pourquoi et de quoi ça a l'air? Et bien sûr, qu'est-ce qu'on peut en tirer nous ici? Et après, on pourra discuter de ça avec vraiment un très beau plateau. Alexandrine Kenzie-Laluc, qui est évidemment directrice générale du groupe hospitalier de Haute-Saône et un de nos 5 territoires pionniers de la responsabilité populationnelle. Katharina, qui a vraiment parcouru le vaste monde des systèmes de santé intégrés populationnels. Et non seulement le vaste monde, mais la France aussi dans nos 5 territoires pionnier de la responsabilité populationnelle, on pourra vous en parler, et Dr Chalère qui nous vient de Genève, en voisin, où il anime un très beau réseau justement de soins intégrés. Donc on va pouvoir se demander, mais dans toutes ces expériences, est-ce qu'on peut en tirer aussi des leçons communes, des façons d'avancer ensemble? Alors, si on entre dans notre sujet, la première question, c'est est-ce que ça existe, l'Europe de la santé? À première vue, l'Europe est un continent extrêmement divers. La santé dans les traités européens reste une prérogative évidemment des États membres, leur organisation, et ça se retrouve dans une très grande diversité de systèmes. Donc, on a des petits pays, des gros, mais aussi des régimes différents. Donc, on a des systèmes de santé de type beveridgien, assurantiel, des systèmes, c'est ça, bismarckien. On a des pays où la santé est régionalisée, donc des pays de type fédéraux, des pays où on a des systèmes nationaux. On a toutes sortes de statuts d'établissements, donc des hôpitaux publics, des hôpitaux privés lucratifs, non lucratifs, etc. Des systèmes mixtes, un peu comme la France, où on a un peu de tout. Toutes sortes aussi de statuts de médecins différents, donc des médecins salariés, fonctionnaires, un peu comme on peut avoir dans les hôpitaux en France, mais aussi des professionnels libéraux, payés de différentes façons. Il y a des endroits où les professionnels sont essentiellement payés à l'acte, d'autres c'est à capitation, au budget global, et ainsi de suite. Donc, on voit en fait une très grande variété de systèmes et bien sûr des dépenses de santé qui varient fortement en fonction des pays et des régimes. Bon, vous avez vu, en France, c'est un peu petit, mais la barre rouge, c'est nous. Hein. Donc, malgré tout, on est le 2e pays en Europe qui dépense le plus pour sa santé. Donc, on peut se demander vraiment, mais est-ce qu'il y a même matière à faire une conférence sur la convergence des systèmes de santé en Europe, vu cette diversité extrêmement forte? Eh bien, la première chose, c'est que tous les pays européens, ça a été dit à l'instant, partagent les mêmes défis. C'est-à-dire qu'on voit une évolution, là je vous ai mis une petite flèche pour la France, mais aujourd'hui en Europe, vous avez plus d'un tiers, je répète, de la population qui déclare vivre avec au moins un problème de santé à longue durée. Donc l'enjeu des pathologies chroniques, c'est un enjeu qui est présent partout en Europe, dans tous les pays. Et à ça s'ajoute l'enjeu effectivement du vieillissement. C'est pas une spécialité franco-française, au contraire. Le vieillissement de la population est extrêmement rapide partout en Europe. Et donc sur la deuxième figure, vous avez en fait les projections par classe d'âge d'ici 2500 et on voit d'ici 2050 pardon, et on voit qu'en 2050 il y aura plus d'habitants en Europe qui ont plus de 85 ans que d'habitants qui ont moins de 5 ans. Donc, le vieillissement de la population est une réalité partout. Et donc, la question de la soutenabilité des systèmes de santé, en vérité, se pose partout en Europe. Face à ça, on a beaucoup de théories. Donc, ce que la théorie dit, ou ce que la littérature scientifique dit, c'est qu'on devrait avoir des systèmes de santé, évidemment, qui sont capables de se réorienter. Bien sûr, à partir de modèles où, quand on a regardé, et ça on l'a vécu en France, hein, par exemple, avec des programmes comme PAERPA, où on a commencé à regarder ce qu'on appelle les patients coûteux et complexes, hein, polypathologiques, etc., où on va mettre en place des systèmes de gestionnaires de cas. Et on voit une évolution, ou on devrait voir une évolution
vers des modèles où on vise vraiment le maintien en santé de population, on vise vraiment à prévenir l'apparition de pathologies chroniques et éviter en fait que les gens montent dans la pyramide. La question, c'est comment est-ce qu'on peut structurer une approche comme ça, une bascule. Ce que la littérature dit aujourd'hui très largement, c'est que comme système de santé, on devrait être en capacité de viser en pratique la mise en œuvre de ce triple objectif qu'on connaît ici maintenant bien en France. Donc, à la fois améliorer la santé d'une population définie, la prise en charge de chaque patient dans cette population et améliorer aussi l'utilisation des ressources qui existent sur un territoire donné. Ce triple objectif a évolué. Donc, quand on regarde, encore une fois, les papiers, on est passé même au quadruple objectif. Donc, intégrer aussi un objectif de satisfaction au travail pour les professionnels de santé, ce qui est quand même, voilà, c'est un peu le cœur de l'affaire. Et aussi, maintenant, on voit apparaître dans les papiers internationaux un cinquième objectif, qui est un objectif d'équité dans la distribution des résultats de santé, pour s'assurer que les gens les plus éloignés du système pour X raisons aient accès, au même titre que les autres, aux meilleurs soins de santé possibles, aux meilleurs services de santé possibles. Donc, on voit une évolution dans les papiers du triple au quadruple au quintuple. La question, c'est est-ce que c'est réel tout ça? Et comment cette littérature ou cette théorie sur les systèmes de santé, comment est-ce que ça peut se retrouver dans la réalité? C'est un travail qu'on a enclenché il y a 2 ans à la FHF, où on s'est dit, mais tous ces systèmes-là, comment est-ce qu'ils se voient eux-mêmes? C'est-à-dire que c'est comment est-ce que, si on est en Norvège, eh ben comment est-ce que le système norvégien se dit qu'il devrait fonctionner? Comment est-ce qu'il devrait être organisé? Et donc, ça a voulu dire, en pratique, aller chercher les documents publics qu'on retrouve sur énormément de systèmes de santé. On en a regardé là aujourd'hui même plus que 14, là on est à 18 aujourd'hui. L'idée étant de sortir, en fait, parce que si on réfléchit aux comparaisons internationales, on va toujours nous dire, ah ben oui, mais on sait bien, les Danois, ils sont pas comme nous, ou les Basques, c'est tout petit, c'est pas pareil, etc., ou les Anglais, c'est les Anglais. Donc, c'est toujours un problème dans les comparaisons internationales de comment est-ce qu'on construit quelque chose qui est réellement comparable. Et donc, l'idée, c'était de voir, est-ce qu'on peut pas dépasser cette diversité apparente pour essayer de retrouver, en fait, des objectifs communs, des stratégies communes, des modes d'organisation communes, et c'est ce qu'on est allé faire, en fait. C'est aller chercher concrètement les documents de politique, les livres blancs sur la santé, etc., qui peuvent exister dans tous ces systèmes, les lire et voir s'il y a des modèles qui se dégagent. Et la réponse, en vérité, est oui. Et ça, c'est ça qui est très intéressant, c'est que au-delà des cultures, au-delà des modèles beveridgiens assurantiels, au-delà des modes d'organisation régionalisés, nationaux, etc., on voit qu'en Europe, aujourd'hui, il y a un modèle d'organisation qui se dégage très, très, très clairement. De quoi ce modèle a l'air? Un bon exemple, à partir de tout petit, c'est le Pays basque espagnol. Et ça, si vous voulez lire un bon document très clair sur ce qu'un système de santé doit faire, vous pouvez trouver assez facilement un document qui s'appelle « La stratégie du Pays basque pour faire face aux défis de la chronicité et du vieillissement de la population ». Donc, c'est un document qui date de 2010 et qui a conduit à la réorganisation complète du système de santé basque, justement pour que le système soit capable de faire face à l'évolution des besoins. Ce sur quoi vous voyez dans un coin, vous avez le triangle, donc le fameux triple objectif dont je vous parlais. On le retrouve en fait dans quasiment toutes les pages de ce document en disant ce qu'on doit viser, c'est ce triple objectif, meilleure santé, meilleure prise en charge, meilleur coût. Et l'outil opérationnel principal, c'est la capacité à connaître les besoins de la population, en passant par une stratification des besoins. Donc ça, c'est la pyramide que vous voyez là. C'est toute la population du Pays basque, avec au bas 1 300 000 personnes qui sont dans un état de santé correct et il faut garder en santé. Une partie, à peu près 500 000, qui commencent à avoir une santé un peu dégradée, qui vont avoir un diabète, qui vont avoir une pathologie chronique, et ainsi de suite. Et l'enjeu collectif, c'est de garder les gens le plus bas possible dans la pyramide. Comment ils s'y prennent d'un point de vue opérationnel? Eh bien, ça passe par la territorialisation du système. Donc, à l'intérieur de la région basque, on a 13 territoires de santé, ce qu'ils appellent des organisations de santé intégrées, donc Integrated Health Organization,
qui vont réunir l'ensemble des acteurs de santé sur un territoire. Donc, la ville, l'hôpital, le social, etc., dans un bloc, et qui vont être chargés localement de développer des parcours de santé en s'appuyant sur ces stratifications nationales. Et donc, on va avoir au sein de cette grande pyramide, des populations cibles, hein, les personnes âgées, les personnes atteintes de troubles de santé mentale, les malades chroniques, et ça va permettre après, localement, c'est le carré là, de partir d'une pyramide globale, de dire, dans toute cette population, cette personne appartient à la sous-population personnes âgées, et compte tenu de son état de santé, on va lui proposer tel parcours. Et donc, c'est un modèle où on va mélanger énormément un travail qui est fait très localement de construction de parcours, de construction de chemins cliniques, etc., entre acteurs de santé, donc les professionnels libéraux hospitaliers, en s'appuyant sur des standards nationaux et qui vont permettre d'offrir à chacun un parcours de santé complet et adapté aux besoins. Donc là, je vous ai donné un exemple. On est dans la pyramide pour les personnes âgées et où on voit que en fait on part d'une personne âgée qui vieillit bien, qu'il faut garder dans l'état de santé, et plus l'état de santé se dégrade, plus on perd en autonomie ou on accumule des pathologies, plus on va renforcer en fait l'offre de services pour la garder dans le meilleur état de santé possible. Tout ça s'appuie sur un système d'information performant, c'est-à-dire qu'au Pays basque espagnol, ils ont un dossier patient électronique clinique unique pour tout le monde, et ce qui permet d'intégrer évidemment les parcours que les gens ont développés, le suivi des patients, l'interaction avec les patients lui-même, qu'est-ce que je dois faire chez moi pour m'occuper de ma santé, qu'est-ce que mon épouse peut faire pour m'aider, etc., comment je communique avec mon équipe de soins. Et vous voyez au bas, en fait, qu'on intègre directement dans ce système d'information unique les outils de stratification et de suivi de gestion de risque qui permettent de dire, oh là là, attention, ce patient qui est dans le programme maintien en santé des patients diabétiques, ça commence à aller pas bien, on va mettre en place des actions renforcées. Donc, vous avez en fait un écosystème d'information extrêmement cohérent et extrêmement efficace. Donc, le Pays basque espagnol, est-ce que ça fonctionne? La réponse est oui. Donc, on voit que depuis 10 ans, ils ont réussi, en fait, à faire une bascule extrêmement importante où l'essentiel aujourd'hui des soins de la santé se fait, en vérité, dans le milieu de vie des gens. Donc, chez eux, avec la médecine de ville, avec les proches, les infirmières, etc. Et donc, une bascule entre un système qui était très, très, très hospitalo-centré à un système où, en fait, on est capable de maintenir les habitants dans leur communauté, dans leur milieu de vie. Et bien sûr, ils ont accès à l'hôpital quand ils en ont besoin. Donc, ça veut dire que l'accès aux spécialistes hospitaliers est facilité. Et ce que vous voyez, le graphique là, c'est cette bascule entre, en fait, la demande disons, d'hôpital et la demande de ville. Et on voit que l'accès, en fait, puisqu'on parle beaucoup ici, l'offre de soins, et ben là, l'accès au système de santé est facilité. Les gens, quand ils ont besoin de services, ils ont effectivement des services, et des services qui se trouvent autour d'eux, en ville. Donc, le Pays basque espagnol, ça, c'est un peu un prototype d'un excellent système intégré qui s'appuie sur une stratégie très cohérente depuis 15 ans, etc. Et donc, qu'on regarde vraiment beaucoup. Est-ce que ça tient à la génétique des Basques espagnols? Ben, on va voir. Si on va en Norvège, donc là, c'est autre chose, hein. On part du sud de l'Europe à quasiment l'extrême nord. Et vous avez un document, là, c'est pareil, tout ça, c'est des documents publics, qui est en fait la stratégie de santé norvégienne à partir du Pays basque, avec ce même objectif, quand on regarde les cases, ce même objectif d'avoir un système clinique unique qui permet de garder les gens en santé, faciliter aussi l'accès aux spécialistes hospitaliers en dehors de l'hôpital, donc ça peut être l'accès aux spécialistes en cabinet, disons, de ville, mais aussi directement chez les patients, l'objectif étant d'autonomiser au maximum les habitants de la Norvège. Comment ça se déroule du point de vue opérationnel? Eh ben, c'est la même chose, c'est la création. Là, on n'est plus sur des IHO, des organisations de santé intégrées. Eux, ils appellent ça des communautés de santé. Donc, je parle pas de norvégien si vous connaissez le terme en norvégien, mais en anglais, on dit healthcare communities. Et pareil, on va demander à ces communautés de santé de travailler sur 4
populations cibles, les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, les personnes âgées, les personnes atteintes de pathologies chroniques et aussi les enfants et les jeunes adolescents pour s'assurer qu'ils grandissent en santé. Et ça, c'est les autorités nationales qui demandent, qui disent, on vous demande localement de travailler sur ces 4 populations, avec aussi le même système de stratification et de système d'information. Et donc, en pratique, de quoi ça a l'air une communauté de santé en Norvège? Ben, ça ressemble beaucoup au Pays Basque, c'est-à-dire qu'en Norvège, ce sont les municipalités qui sont chargées de la première ligne de soins. Donc, vous allez avoir les municipalités, les généralistes, les hôpitaux, et tout ça va être assemblé au sein d'une structure qui va être chargée d'élaborer ces programmes de santé locaux, ces parcours préventifs, et ainsi de suite. Là, vous allez me dire, ben OK, Antoine, tu nous as parlé en fait de 2 tout petits pays. Le Pays Basque, c'est 2 millions d'habitants. La Norvège, peut-être 6. Est-ce que ça marche aussi pour des très gros systèmes? La réponse est oui. Si vous regardez le NHS England, qui est le plus grand système de santé publique au monde, il y a eu une très importante loi qui est passée en 2021 et qui a entièrement réorganisé le fonctionnement du NHS en s'appuyant sur 42 ce qu'ils appellent Integrated Care System. Qu'est-ce que c'est un Integrated Care System? C'est sur une base territoriale, le regroupement de l'ensemble des acteurs de santé, mais aussi, ce qui est très nouveau en Angleterre, des collectivités locales au sein d'une structure partenariale qui va être chargée de maintenir en santé, en fait, la population de ce territoire. Et donc, on a un système, comme au Pays Basque, à 3 niveaux. Il y a un niveau qui est très local, qui serait un peu l'équivalent des CPTS. Un niveau territorial, donc entre 200 et 500 000 habitants. Et au-dessus, ce qu'on pourrait dire peut-être en France, une échelle régionale. Et le niveau clé, en fait, dans ce modèle-là, c'est le niveau territorial, ce qu'ils appellent en Angleterre « places ». Donc, ce sont ces zones qui sont, en fait, équivalentes à un département, un GHT, quelque chose comme ça, à peu près la même taille. Et là, c'est là qu'on va faire la jonction entre les ressources en première ligne, les ressources spécialisées des hôpitaux pour construire de façon partenariale des programmes de santé. Donc, on voit que même dans un très, très gros système avec, évidemment, le NHS, c'est une énorme machine, donc tout derrière se met en place. On a des programmes de formation nationaux à destination des professionnels, donc à destination des infirmières, des médecins, des directrices, des informaticiens, des DIM, etc., pour être capable d'utiliser ces outils. On a une stratégie numérique en santé, des données, et un appui, ça, le NHS Confederation, c'est l'équivalent de la FHF anglaise, un appui, en fait, effectivement, aux structures, aux places, au GHT britannique, pour les aider à mettre en place ce système. Donc, on voit en fait qu'on est parti d'un tout petit système régional basque à un système au nord, à un très, très gros système national, le NHS England. Autre exemple, encore plus frappant, je trouve, c'est que vous allez me dire, ben, le NHS England, c'est facile, c'est un système national, il y a un ministre qui décide, c'est pas compliqué. Nous, en France, on a un système très compliqué. Et c'est vrai. Alors là, si on veut parler de complexité, on peut aller en Belgique, qui est vraiment le championnat du monde de la complexité institutionnelle. C'est-à-dire qu'en Belgique, la santé est également partagée entre l'État fédéral et les communautés et les régions. Donc, vous avez 9 ministres de la santé en Belgique qui ont tous un pouvoir équivalent. Donc, le ministre de la Santé fédéral n'a pas de pouvoir supérieur au ministre de la Santé de la Wallonie ou le ministre de la Santé de la communauté francophone française de Belgique. Donc, vous imaginez un peu le niveau de complexité. Pour faire avancer le moindre truc, ça prend un accord de 9 ministres. C'est un système qui ressemble en vérité beaucoup au nôtre, c'est-à-dire que c'est un système essentiellement assurantiel, avec une assurance maladie qui s'appelle l'INAMI là-bas, avec des hôpitaux publics, mais aussi des hôpitaux privés, et une liberté de choix pour le patient. Donc, quand on regarde, en pratique, ça ressemble beaucoup au système français, avec une dose de complexité supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a vu apparaître en Belgique en 2015? Eh ben, c'est un plan conjoint pour les maladies chroniques. Et donc, qui est un accord entre tous ces 9 ministres égaux pour dire, eh ben, ce sujet-là, cette transformation de notre système pour être capable d'avoir un système soutenable, c'est important. Et donc, ça a conduit à un plan conjoint en 2015
qui a permis la mise en place de projets pilotes de soins intégrés en Belgique, donc 18 projets, évidemment avec un équilibre subtil entre les projets en Flandre, les projets en Wallonie, les projets à Bruxelles, les projets dans la communauté germanophone, etc. Mais quoi qu'il en soit, 18 projets ont été lancés. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ce plan conjoint? Ben, le fameux triple objectif que je vous montrais tout à l'heure. Et donc, un exemple de ça, c'est le programme Intégréo, avec lequel on a beaucoup travaillé. D'ailleurs, on échangeait avec eux à l'époque quand on a construit le modèle de responsabilité populationnelle. Vous voyez qu'on va regrouper autour de populations définies sur un territoire défini l'ensemble des acteurs de santé pour essayer de garder dans le meilleur état de santé les gens de nos populations cibles. Et donc, ces projets pilotes devaient choisir, en fait, au sein de leur territoire, des populations sur lesquelles ils allaient travailler. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, la prochaine étape, malgré l'instabilité, malgré, vous savez qu'il y a eu des élections et fédérales et régionales en Belgique récemment, eh ben, il y a un accord interfédéral qui a été convenu, donc on passe à un niveau supplémentaire par rapport au plan conjoint. Là, maintenant, ça a une valeur légale. Et aujourd'hui, ce que font vos collègues en Wallonie, c'est qu'ils sont en train de mettre en place ce qu'ils appellent des zones locaux-régionales, donc une échelle territoriale. Ils sont en train de mettre en place des systèmes en fait intégrés, territoriaux, populationnels, etc., etc. Et donc, je trouvais que l'exemple de la Belgique pour nous est extrêmement intéressant parce que très souvent on se dit ah ben oui, la France c'est compliqué, il y a beaucoup d'acteurs, c'est vrai, hein, je veux pas nier la complexité qui existe ici, mais on voit que même dans des systèmes, et on pourra en parler avec Philippe aussi, où on a un niveau de complexité institutionnelle extrême, il est possible quand même d'avancer vers des modèles, en fait, qui vont ressembler à la fin énormément à ce qui est fait au Pays Basque. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce tour d'horizon? Évidemment, il y a des différences majeures, fondamentales, entre les systèmes de santé européens. Mais ce qu'on voit, et ce qui est très clair, là, je vous ai présenté 4 exemples, mais j'aurais pu en présenter 15, et à un moment donné, ça devient très répétitif. Hein. C'est-à-dire qu'en Finlande, c'est des comtés de santé, en Catalogne, c'est des districts de santé, etc. Les noms changent, mais ça commence à se ressembler vraiment beaucoup. On voit une convergence extrêmement forte. C'est-à-dire que la notion d'objectif stratégique pour un système de santé, de dire il faut être capable concrètement de viser ce triple, quadruple, quintuple objectif, on le retrouve dans tous ces systèmes, indépendamment de la langue, des cultures, des habitudes, des moyens de paiement, etc. On voit aussi une convergence sur la façon d'atteindre l'objectif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit viser concrètement comme système, qu'est-ce qu'on attend des professionnels, des hôpitaux, des libéraux. Eh ben, on attend un modèle d'intégration clinique, c'est-à-dire que peu importe votre point de contact avec le système, que vous voyez votre pharmacien, votre médecin de famille, le diabétologue à l'hôpital, on est toujours sur les mêmes parcours, on est suivi de la même façon et on est suivi au plus haut niveau de standard. On voit aussi qu'on a une convergence sur les modes d'organisation, c'est-à-dire concrètement comment on s'organise pour mettre en œuvre le quadruple objectif. Eh ben, on va territorialiser le système. Pourquoi? Parce qu'il faut une échelle en fait, où on est assez proche, disons, de la réalité d'une population, mais assez gros en même temps pour avoir des moyens pour bouger les choses. On voit aussi dans les modes de leadership une convergence très forte, c'est-à-dire que concrètement dans les modèles de ce type, ce qui fait la performance du système, en vérité, c'est la performance de la clinique, c'est-à-dire c'est la capacité systématiquement à faire la bonne chose pour le bon patient au bon endroit au bon moment. Et donc ça veut dire qu'il faut être en capacité concrètement d'encourager, de mettre en place des systèmes pour que nos cliniciens travaillent au meilleur niveau. On voit aussi que le type d'outils qui sont utilisés tendent à converger énormément aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez construire un système territorial populationnel, il vous faut des outils, il faut être capable de connaître les besoins de la population. Donc, les fameuses pyramides du Pays Basque, aujourd'hui, on les retrouve quasiment partout. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil de planification réelle des soins, des services, du suivi de ce qu'on fait. Et on va retrouver des variantes de pyramides dans à peu près tous les systèmes. On travaille beaucoup, par exemple, avec la Catalogne actuellement. Ils utilisent des systèmes de stratification même pour payer les hôpitaux en fonction des besoins de santé. Donc, c'est les pyramides, on les retrouve partout. Et c'est la même chose, c'est-à-dire que la notion de standard, on la retrouve aussi dans tous les pays. C'est-à-dire, on va pas, disons, des parcours nationaux, ça n'existe pas. Ce qui existe, en revanche, c'est des standards. C'est-à-dire, on s'attend à ce que pour tel type de malade, en fonction de ses besoins, ce soit tel médicament, telle chose. Et c'est à partir de ça qu'on peut construire localement des parcours de santé. Et donc, on voit en fait une convergence extrêmement forte qu'on peut en vérité résumer
dans cette roue. C'est-à-dire que ce qu'on retrouve partout, et ça, je pense que c'est important pour nous en France, la base de tout ça, c'est quand même une vision partagée de ce qu'un système de santé doit faire. Un système de santé, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup d'intérêts divergents, il y a beaucoup de façons de voir un système de santé. Donc, ça demande, pour enclencher cette transformation, à un moment donné, d'avoir une vision convergente de ce qu'on attend de notre système et comment il va s'organiser. Et en fait, pour nous, réaliser ce travail-là, c'est long parce qu'il faut lire beaucoup, mais trouver des documents stratégiques, de la doctrine sur ce que doit faire le système de santé danois, en vérité, c'est très, très, très facile. Vous allez retrouver un gros document, un livre blanc, un projet de réforme, etc., le résultat d'une concertation nationale, peu importe, mais à chaque fois, on va trouver un gros document qui dit qu'est-ce que le système de santé doit faire. Et après, on décline cette vision dans des axes opérationnels. Donc, dans tous les cas, on retrouve à la fois une approche par territoire, mais aussi par population. Donc, l'échelle d'action, c'est le territoire, mais on demande aux acteurs de santé de travailler sur des populations cibles, des modèles d'intégration clinique, comme je l'ai dit, des modèles où on est capable d'intégrer réellement les patients et les communautés dans l'action de santé, des systèmes d'information performants, évidemment. Et en fait, quand on regarde tout ça, eh ben, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on essaie de faire avec la responsabilité populationnelle en France. C'est pas un hasard, je dis pas qu'on a terminé, je dis pas qu'on est au bout, mais quand même, on se donne les meilleures chances de réussir en s'appuyant sur des choses qui sont aujourd'hui assez bien établies. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez quelques questions avant qu'on passe à notre table ronde et on entre dans la réalité? Merci Antoine pour cette présentation. Une question qui est liée, alors moi sur l'architecture qui est proposée, je pense qu'on se retrouve toutes et tous. Deux questions, mais très rares, enfin qui sont peut-être avec des réponses différentes, mais le mode de financement, qui finance quoi, et qu'est-ce qui est la part restante due par le patient? Okay. Voilà, il y a le financement global de la pyramide, de la stratification territoriale. Est-ce que ce sont les cantons, les landes, les provinces, je ne sais quoi, qui financent, ou l'État fédéral ou l'État central? Et puis derrière, qu'est-ce qui reste à la charge? Moi, je vois, docteur est à Genève, on voit le coût de la santé en Suisse qui n'est pas du tout la même, pour la même charge restant due aux patients qu'en France, par exemple. Ce qu'on voit sur le qui finance quoi, en fait, c'est extrêmement variable. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, il y a des pays où c'est un système régionalisé et il y a des pays où c'est un système national. Ou il y a des pays où c'est un système assurantiel. Donc, en Allemagne, les gens sont affiliés à une caisse d'assurance maladie. Il y a des systèmes nationaux, comme en Angleterre, où c'est l'impôt général qui finance le système de santé. Au Pays Basque, par exemple, c'est la responsabilité de la santé est confiée aux provinces, aux communautés autonomes, qui elles-mêmes lèvent l'impôt. Et donc, c'est ce qui finance, en fait, le système. Mais on voit dans d'autres, en fait, ça, sur ce modèle-là, en fait, il y a autant de modèles, j'ai envie de dire, qu'il y a de systèmes. Ce qu'on voit, c'est quand même une évolution à des degrés divers, mais quand même, vers, réduire la part du financement à l'activité dans le mode de financement des prestataires de soins. Donc, on voit aujourd'hui, actuellement, la plupart des systèmes européens paient les hôpitaux à l'activité par le système DRG, donc c'est un système qu'on retrouve partout. Ce qu'on voit se développer quand même, c'est des modèles de financement plus populationnels qui vont s'appuyer justement sur ces outils de stratification là pour financer au niveau des besoins de santé. On voit se développer aussi des modèles, et ça on peut en parler avec Philippe, Katharina aussi, par capitation, pas en première ligne. Ça, c'est des choses qu'on voit se développer quand même beaucoup. Mais pour le moment, il n'y a pas il n'y a pas de modèle unique de financement parce qu'il n'y a pas une architecture non plus institutionnelle unique. C'est-à-dire que par exemple, l'organisation, le régime en Belgique est très différent du régime anglais, c'est-à-dire où c'est le NHS financé par l'impôt, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que je pense que ce qui est intéressant pour nous, c'est de se dire qu'on n'est pas forcément prisonnier d'un modèle. On peut créer notre propre modèle qui correspond à notre réalité ici en matière de financement.
On n'est pas obligé de dire, tu sais, comme Katharina, un modèle qui était chez Kaiser, on n'est pas obligé de dire on va réunir dans une organisation l'assureur, l'hôpital et les médecins de ville pour avoir un système intégré. On n'est pas, tu sais, il n'y a pas de modèle unique qui se dégage. Et donc, ça nous permet, je trouve, nous, ça nous donne une certaine liberté pour imaginer quelque chose qui pourrait fonctionner chez nous. Mais ce qu'on voit quand même, c'est une évolution. Il y a eu une période où le financement de l'activité était vraiment dominant partout en Europe. Là, aujourd'hui, on voit qu'il y a une évolution vers des modèles plus populationnels ou par capitation en ville. Oui, bonjour, Françoise Tenenbaum. On voit que le système informationnel, informatique, est essentiel. Oui. Le fait d'en avoir un seul pour pouvoir échanger, évidemment. Échanger, transférer des patients, faire des statistiques, mesurer les besoins. À quand la même chose ici? C'est une excellente question, en fait. Là, je veux pas trop... on va en parler, bien sûr, dans notre panel. En vérité, là non plus, il n'y a pas forcément de modèle unique. C'est-à-dire qu'en Espagne, en Pays Basque ou en Catalogne, effectivement, ils ont un dossier patient informatisé clinique, j'insiste sur le mot clinique, unique. Il y a d'autres pays ou systèmes où ils ont dit, ben, les gens pourront acheter n'importe quelle machine qu'ils veulent. En revanche, il y a des normes d'interopérabilité extrêmement strictes qui font que, ben, peu importe que vous achetiez un iPhone ou un je sais pas quoi, là, peu importe, l'information circule toujours. Et ça, c'est des règles qui sont fixées au niveau national en disant, ben, et ce qui est d'ailleurs le cas en Belgique, hein, je veux dire, à un moment donné, le diagnostic doit être codé comme ça par tout le monde, les motifs de visite doivent être codés comme ça par tout le monde, et l'information doit circuler avec des formats. Là, je sais qu'il y a beaucoup il y a des DSI dans la salle, des spécialistes de l'informatique, là, je veux pas trop mais il y a des standards d'échange qui sont opposables. Et donc, après, ça permet de dire, ben, achetez ce que vous voulez, peu importe, mais l'information va toujours circuler. Et ça, je sais pas si il y a un panel là-dessus, ça va me dire, mais très clairement, on a un retard en France, je te dirais en Europe. On est probablement avec les Allemands les plus en retard sur ce sujet-là. On pourra en parler même en Suisse où c'est quand même là aussi très, très, très éclaté. Je pense que vous avez quand même bien avancé sur la question. Ça, là-dessus, on a effectivement un gros trou. C'est évident qu'il faut un système d'information qui fonctionne si on veut être capable de suivre les patients. Oui. Françoise m'a pris une partie de ma question, mais est-ce que le problème, parce que quand même, on se rend compte que finalement, on est quand même assez peu évolué par rapport à ça, parce que même si tu t'y emploies, la FHF s'y emploie, la responsabilité populationnelle, elle est quand même peu développée dans notre pays. Bon, est-ce que c'est pas parce qu'on est trop jacobin, hein? Parce que quand même dans les pays qui sont plus décentralisés, ça se passe mieux. Et puis assez technocratique. Hein. D'ailleurs, je précise que quand on est technocratique, je parle pas principalement de l'hôpital, qui est finalement très peu technocratique au regard en fait de l'écosystème général de la santé. Hein. Tout à fait. Ben, moi, ce que je trouve frappant, et après je laisse la parole à nos experts, c'est quand je vous disais qu'il a été très facile de trouver, c'est-à-dire vous tapez sur Google Healthcare Reform Finland, en quelques clics, vous tombez sur un vrai document de doctrine avec une légitimité forte qui dit ce que le système de santé finlandais doit faire. En France, le dernier document qui avait cette ambition-là, c'était le livre blanc sur la santé de Raymond Souby qui avait été rédigé au Commissariat général du plan en 1994. Et qui était un document tout à fait remarquable. C'est-à-dire, c'est un vrai pavé. Ils avaient été, à l'époque, à l'étranger. Ils avaient été voir, ils étaient venus au Québec, en Angleterre, en Espagne. Ils avaient été voir Kaiser, etc. Et c'est de ce document, en fait, de ce livre, qu'a émergé le système qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que les ARS, le financement de l'EDRG, donc le PMSI à l'hôpital, etc. Donc, ça a été un papier vraiment structurant avec peut-être même certains dans la salle ont participé à l'élaboration du livre parce qu'il y avait eu
des consultations énormes, aussi bien les communautés de recherche, les communautés médicales, les directeurs, etc., pour vraiment asseoir la doctrine sur un socle très, très, très solide. Et quand on regarde ce papier de 94 avec d'autres, par exemple le rapport Rochon au Québec qui date de la même époque, c'était tout à fait équivalent. C'est-à-dire que c'était la façon générale de voir les systèmes de santé à cette époque-là. Bon, 1994, c'est il y a une génération, hein. Il y a 31 ans. Et donc, à un moment donné, effectivement, des réformes de fond, quand on a pu en parler avec le monsieur qui était ministre de la Santé au Pays Basque quand ils ont élaboré, c'est un vrai travail, bien sûr politique, mais qui doit aussi s'appuyer sur un travail de construction de vision commune très large, etc. Et c'est vrai, c'est-à-dire que voilà, il y a pas, tu sais, au-delà de la volonté politique, à un moment donné, il faut asseoir la volonté politique sur une doctrine solide, stable, partagée, etc. Et ce travail-là, en vérité, pour moi, j'ai jamais retrouvé quelque chose d'équivalent au livre blanc sur la santé du Commissariat général du plan. Donc, il y a 31 ans. Et qui est un ouvrage remarquable, par ailleurs. Et donc, c'est certain qu'après générer une légitimité pour la transformation du système, ben, la FHF peut jouer son rôle, il le joue, mais on n'est pas les seuls dans le système de santé. Les systèmes de santé concernent les élus, concernent le secteur de la recherche, concernent évidemment les professionnels libéraux, concernent les industriels, concernent etc., etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qui doit se construire. Donc, ça là-dessus, voilà. Oui, j'ai été un peu même étonné par la facilité à faire le boulot qu'on a fait là. C'est-à-dire trouver un vrai document, que ce soit en Écosse, en République d'Irlande, au Danemark, en Norvège, même en Italie, en Espagne, au Pays Basque, en Catalogne, c'est très facile de trouver des documents de doctrine, donc des documents vraiment politiques très solides, et qui sont les documents récents. Et c'est des choses qu'on n'a pas ici.